tiens à vous dire, autant j'ai encouragé notre ami Néji à ça, autant dès le départ, je n'ai rien voulu avoir à faire avec l'association elle-même, ni la présidence, ni d'entrer dans le bureau, pour laisser quand même les jeunes prendre en main leurs responsabilités. Je n'ai pris aucune fonction, aucune responsabilité depuis que j'étais président fondateur de l'Organisation marocaine des droits de l'homme il y a un temps. Et heureusement, j'ai démissionné des questions personnelles parce que je crains la contamination. Et surtout dans le domaine de la connaissance, il faut avoir à faire, je dis, dans le domaine de la connaissance, il faut entretenir la connaissance avec, comment dire, avec des préservatifs. Parce que le risque de contamination est très grand. C'est pour ça que j'ai toujours maintenu que tout ce qu'on nous dit sur le développement du Maroc, ou de l'Algérie, ou de la Tunisie, du pays, est de la bêtise totale. Aucun pays ne peut rentrer dans l'âge du développement sans un marché minimum de 300 millions de personnes. Un minimum, un minimum. Parce que sans 300 millions de personnes, qu'est-ce que vous allez faire avec 30 millions de consommateurs avec le revenu qu'ils ont? Comment vous allez financer la recherche? C'est ce que les Européens ont compris, parce que quand Schuman a lancé l'idée du marché commun, ou tout le programme de l'acier et du charbon, la communauté de l'acier et du charbon, ils ont compris. Aujourd'hui, même avec près de 400 millions d'habitants, avec le revenu qu'ont les Européens, ils sont incapables de faire face, ni aux États-Unis, ni au Japon, ni aujourd'hui à la Chine. Pourquoi? Parce que tous ces pays-là ont aux environs de 300 millions et plus de consommateurs. Donc la masse critique est un concept très important. Et la fragmentation, c'est le contraire. Et l'Europe, qui nous a bien colonisés, surtout la France, qui est encore notre véritable patron, a su cela. On a négocié les accords, pas avec le Maghreb, pas avec un ensemble. On a négocié les accords séparément, avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et pour comprendre cela, il faut lire les 1001 nuits, avec les préférés. On est en Maroc, vous dites les plus beaux, vous êtes les plus fantastiques, vous êtes ceci, on va chez les Algériens, on dit oh vous êtes sérieux, on va chez les Tunisiens, oh vous êtes cela, et on joue l'un contre l'autre. Alors que la masse critique est un élément important. Et c'est pas comme ça qu'on va faire face au problème des textiles, au problème de l'agriculture, et surtout au problème de la recherche et développement, et surtout au problème de la formation. J'ai commencé ma vie professionnelle comme délégué du Maroc aux Nations Unies, j'avais 24-25 ans, je venais de finir mon doctorat. J'étais, je crois, être encore le plus jeune docteur de l'université de Londres, de la London School of Economics. Et j'ai mené un combat pendant 3 mois pour faire passer une résolution qui est passée le 12 décembre 1958, qui parlait de l'interdépendance de l'économique et du social. C'était une lutte. Les Américains disaient le social, ah c'est le communisme. Social, no, nothing about social, no, no. Economic is one thing, social is another. J'ai réussi. J'ai eu ensuite le privilège d'avoir rédigé les statuts de la Commission économique pour l'Afrique. Et là, j'ai fait introduire le concept économique et social qui ne se trouve dans aucune charte, ni de la Commission économique européenne, ni de la Commission économique d'Amérique latine, ni dans la Commission économique de l'Asie. Donc cette préoccupation de l'interdépendance du social et de l'économique dans le sens le plus large, parce que pour moi, quand vous ajoutez le social et l'économique, vous obtenez le culturel. Le culturel est un produit de ces deux éléments, et le développement, c'est l'harmonie par laquelle on arrive à entretenir les rapports entre ces deux-là. Et donc ça a été une préoccupation. À l'UNESCO, j'ai essayé de faire passer encore plus la notion de ressources humaines. Le Club de Rome, en 1976, avait sorti un très fameux rapport qui s'appelait « Limits to Growth », limite à la croissance. Ce rapport était entièrement consacré à l'importance de l'aspect matériel, du développement, du commerce, des infrastructures, des autoroutes, de tout ce qu'on entend à la télévision du matin au soir, où il y a des pierres qu'on met, avec lesquelles on peut construire 36 000 bâtiments, où rien ne se développe, sauf la parole. Bref. Et là, j'ai compris. Quand le Club de Rome est sorti avec ce rapport, j'étais très jeune, je suis allé voir le président, Aurelio Peccei, j'ai dit c'est un crime que le Club de Rome, qui est une grande instance de réflexion, sorte un rapport comme ça, alors qu'on sait que l'avenir, il est au niveau des ressources humaines. Il m'a nommé membre du Club de Rome, là aussi j'étais le plus jeune, j'ai quitté par la suite, et il m'a dit, bon, ben on va prendre une équipe qui va essayer d'apporter le contrepoint de Limits to Growth.
Et il a choisi un ministre de l'éducation des pays de l'Est, la Roumanie, ça, et puis un grand professeur américain qui enseigne à la fois à la faculté de l'éducation de Harvard et à MIT. Il était à la fois ingénieur, enseignant et moi-même entièrement. Et pendant 3 ans, on a travaillé sur un rapport qui est sorti en 1979 qui s'appelait No Limits to Learning. L'autre était Limits to Growth, limite à la croissance, et nous on a dit qu'il n'y a pas de limite dans le domaine de la connaissance. C'est un rapport qui a été traduit en 13 langues, qui a dépassé les 2 millions d'exemplaires dans le monde, en Chine, au Japon et ailleurs. Les droits d'auteur sont à le club pas aux auteurs. Bref, dans ce rapport-là, on a établi une équation très simple, très simple. Dans la vie, il n'y a que 2 dimensions. Il y a celle du temps et celle de l'espace. Et on a dit, la solidarité dans l'espace, c'est quoi? Ici, si on est solidaire, il y a participation. La solidarité dans l'espace égale la participation. La solidarité dans le temps égale l'anticipation. L'anticipation, pas d'une personne, pas une personne qui se lève le matin et croit avoir une vision et dire j'ai décidé que les ressources humaines c'est cela, j'ai décidé que la politique marocaine en tourisme c'est cela. Non, ça c'est pas de la participation, c'est une dictature sous une forme ou une autre. Et que malheureusement on accepte parce que les gens n'ont pas le courage d'appeler un chat un chat. Alors donc cette solidarité dans l'espace qui est la véritable participation et qui est grâce à laquelle on développe une vision. Et le problème du tiers-monde, le problème du Maroc, c'est qu'il n'y a pas de vision. Si quelqu'un vous dit qu'il y a une vision au Maroc, c'est un erreur, c'est un mensonge. On nomme des hauts commissaires au plan pour faire venir la Banque mondiale qui vous dicte même votre avenir. Même notre avenir est dicté. La Banque mondiale est venue faire le programme 2020 du Maroc. L'année 2020, 2025. Le ministre de l'Éducation parle du Maroc de 2025 sans aucune participation de Marocains ou de gens qui sont capables de faire cela. Celui qui vous parle a fondé l'Association marocaine de prospective il y a plus de 30 ans et j'ai quitté. J'ai quitté parce que, à nouveau, j'étais déçu par cette élite qui n'avait pas de racines. Qui n'avait pas de racines, pas tellement dans les valeurs avec ou non. Pas de racines dans la passion. Il y a des domaines qu'il faut laisser tranquilles si on n'a pas la passion. Celui de l'enseignement, de la recherche, c'est un sacerdoce qu'on porte du matin au soir, en se donnant totalement à ses étudiants, pas en sortant au courant du cours et en allant prendre un travail comme consultant ou comme attaché de cabinet dans un ministre qui lui-même était un ancien professeur, et avec lequel il faut 6 mois pour pouvoir le voir, pour présenter sa thèse qu'il ne lit même pas. Il n'était même pas venu au jury. Ça, c'est une trahison, qui est une des causes principales de ce qui arrive à ce pays. D'autre part, je vous dis, l'autre dimension, l'anticipation, c'est de avoir cette vision, et à partir de cette vision, développer une stratégie pour atteindre la vision. Je dis que الشريعة الإسلامية بسيطة. كاين العلم والمقاصد. العلم غنشرب الماء, la source. Je veux savoir d'où il vient. Je vois, c'est une bouteille d'eau minérale en bouteille, mais qu'il passe l'Aïn Salha. Il n'y a pas de vice de forme. Et pourquoi je bois? Parce que j'ai soif. Ou parce que ma gorge est sèche. J'ai donné plus de 30 conférences au Japon, je viens de rentrer pendant moins d'1 mois, quand je suis interdit ici pour la 7e fois, parce que j'allais parler des droits de l'homme et de la démocratie. Alors qu'on dépense des milliards à faire voyager des gens à travers le monde pour dire à quel point le Maroc est beau et joli, et à quel point il est bien maquillé dans ce domaine-là. Bref. Donc, le maqasid, c'est les finalités. Pourquoi vous faites quelque chose? Pourquoi je suis venu, j'ai accepté cette invitation? Pourquoi? Parce que je sens qu'il y a une manière d'encourager les gens, d'avoir une discussion, de leur donner, de voir comment ils pensent et d'apprendre moi-même pour pouvoir réapprendre. Et ça, c'est cette anticipation, cette solidarité dans le temps, quand vous les additionnez, ça c'est le sens de ce rapport, quand vous mettez solidarité dans l'espace égale participation, plus anticipation, vous obtenez l'innovation. Et l'innovation est la clé de tout système d'éducation, de toute réforme.
Parce que nous vivons dans ce pays de ce que j'ai appelé en arabe al-lejnatokratiya. Al-lejnatokratiya, quelqu'un en haut là-bas décide un domaine et il nomme une commission. Comment il a choisi les gens? Qui lui a parlé? Ah, ça ne discute pas. La source est sacrée. Muqaddasa. Ce comité travaille comme il veut, notamment avec l'aide de personnes étrangères qui viennent lui rédiger le rapport, que ce soit la Banque mondiale ou des ambassades. Et après, qu'est-ce qui arrive? Eh bien après, on prépare une loi qui passe comme une lettre à la poste au Parlement, et elle arrive, et on a réformé le Moudouana, et on a réformé l'enseignement supérieur, et on a réformé, etc. Ce n'est pas une manière de travailler. Et donc, ce qu'on a subi dans le domaine de l'éducation, et qui le touche de très près, est vraiment un crime, et pour lequel on paye. Je peux vous assurer qui sont là à la disposition de tout le monde. Toffler, qui est un grand prospectiviste, qui avait écrit Le choc du futur, vient de donner une nouvelle définition de l'analphabétisme. Il dit est analphabète aujourd'hui celui qui n'est pas capable de désapprendre pour apprendre à réapprendre. Celui qui est analphabète aujourd'hui, c'est celui qui n'est pas capable de désapprendre pour apprendre comment réapprendre. C'est-à-dire qu'il utilise les mêmes choses, les mêmes copies, le même langage, le même discours d'année en année, et entretient l'ignorance. Notre enseignement ne développe pas la connaissance, il entretient l'ignorance. Et comme au fur et à mesure nos enseignants sont de plus en plus ignorants, et c'est la vérité, c'est pas de leur faute, c'est le régime, c'est le système qui le fait, parce que dès qu'on rentre dans le domaine de l'innovation et de la création, vous dérangez. Et alors, ils s'en vont, ils sont au Canada, ils sont en Polytechnique, ils sont ailleurs, parce que le sous-développement, c'est ce qui rejette la compétence. Et la compétence n'abdique devant personne. Pour les croyants, elle abdique devant Dieu parce qu'il est source de cette connaissance. Elle n'abdique devant personne. Mais si vous n'avez pas ce contexte-là, si vous n'avez pas la sacralisation de la connaissance, mais pas des personnes, النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش مقدس بالفعل ديال المقدس، كان مقدس حكايه الوقت اللي كان تيجي الرساله ديالو تيقدمها منين ما تبات بحال بحال كله. Alors, donc ça, cette attitude à l'égard de la connaissance est très importante. Et je ne vais pas aller trop longtemps pour parler d'un autre élément dans ce rapport où on a, quand on a dit là, le problème mondial à ce moment-là, on appelait ça en anglais le human gap. Le human gap, c'est le fossé humain. Vous avez une courbe qui fait ça, qui est le développement de la connaissance. Je vous ai dit que tous les 7 ans, on double la connaissance. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une puce qui est peut-être le 10e de ça, qu'IBM est en train de fabriquer pour le Pentagone, dans le nombre de calculs par seconde sont égales à ce qu'on pourrait faire manuellement en 1 200 000 ans. Cette puce pourra entreprendre un nombre de calculs par seconde qu'il vous faudrait, si vous voulez faire avec la main, vivre 1 200 000.
Alors, devant ce développement énorme, cette croissance, si vous voulez, algorithmique, géométrique de la connaissance, vous avez ça. Et comment peut-on faire face à cette connaissance? C'est les systèmes d'éducation. Et les systèmes d'éducation sont ça. Donc, année après année, partout dans le monde, je reviens du Japon, j'ai fait 30 universités. C'est pas la première fois, c'est la 20e fois que j'y vais. Et on voit même dans ces pays-là à quel point ce gap, ce fossé entre le développement de la connaissance et le développement, l'adaptation des systèmes qui sont censés transmettre la connaissance le font. Et ce que nous faisons, c'est que nous enseignons des choses qui ne sont pas absolument périmées. Mais comme l'ensemble le fait, on est bien, on est en harmonie avec ce qui est périmé. Il n'y a pas de problème. Et donc, je reviens à cette définition, si vous voulez, de Toffler, c'est comment les apprendre. Je vous assure que j'avais un projet, bon, on m'a pris pour un fou, peut-être que je le suis, ça serait un honneur, je ne sais pas donner à tout le monde de l'être, c'est de donner 2 heures de formation, de donner un certificat de quelqu'un qui a déjà appris, de dire que quelqu'un est rentré, on a effacé ce qu'il a appris. C'est que cet élément humain-là, on y a ajouté d'autres choses, on a ajouté l'importance des valeurs réelles, toutes les valeurs. Le directeur général qui avait à l'UNESCO, quand j'ai eu la chance d'être son sous-directeur général, avait à une conférence à Vienne en 1967. Oui, là, ça fait un bout de temps. Dans la conférence des ministres de la science et de la technologie. Il a eu une phrase qui est le principe de ma vie. Il a dit le développement, c'est la science devenue culture. Le développement, c'est quand la science ne reste pas que dans les polycopies de ce qu'on apprend par cœur pour passer l'examen, mais qu'elle intègre, qu'elle devient une partie de la manière dont on est, qu'elle devient une partie de la culture, que culturellement, on a une démarche scientifique, on a intégré les différents éléments de la science. Et pour faire ça, il faut des valeurs, rien. Nous, au niveau des valeurs, je suis en train de faire, il y a 5 ans que je travaille sur mon prochain livre qui est Valeurs des valeurs. القيم الكون استعمار القيم. احنا ما كانش عندنا مشكله، عندنا قيم تعرفي مسلمه مصدري عربي، تبدا ليبرتي، mais قيمنا عارفين شنو هما. C'est la manière dont on s'organise où il y a une dominante qui est celle où on a grandi, pour être en harmonie avec son environnement, et c'est comme les fuseaux horaires. إذا في فرنسا تزيد ساعة، ما تتسيبش المكانة. إذا في الجابون تزيد 6 ساعات، ما تتسيبش المكانة. Bien sûr, il y a un petit décalage fuseau horaire et puis un jet lag nous adapter. Et c'était déjà décrit par Ibn Khaldoun. Il a remarqué quand il y avait les guerres entre une tribu et une autre, le problème était tout simplement que l'autre tribu voulait imposer ses valeurs à l'autre.